Merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20. L'actualité à Paris et en Ile-de-France pour cette journée de dimanche. Et tout d'abord, la reconstitution ce matin à Villejuif du meurtre d'Aurélie Chatelain avec le principal suspect qui avait l'intention, vous vous en souvenez, de faire un attentat dans une église. Une partie de la famille de la jeune femme était aussi présente. Les adhérents de l'UDI ont rejeté à plus de 66% une participation de leur parti à la primaire de la droite. Alors est-ce que le candidat à la présidentielle du parti centriste pourrait être Jean-Christophe Lagarde? Qu'en pensent les militants? Vous le saurez dans un instant dans ce journal. La région Île-de-France accueille sur son territoire de nombreuses maisons d'édition indépendantes. Elles étaient présentes au Salon du Livre à la Porte de Versailles, salon qui ferme ses portes ce soir. Nous verrons comment ces maisons d'édition peuvent exister à côté des grands éditeurs. Et puis tout au long de ce journal, c'est l'homme de théâtre Jean-Michel Ribes qui nous accompagne. Il commentera quelques sujets d'actualité et nous parlera du spectacle qu'il a écrit et mis en scène Par-delà les marronniers, un grand moment d'insolence et d'éclat de rire. Bonsoir Jean-Michel Ribes. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes et à tous. Près d'un an après les faits, c'est aujourd'hui qu'a eu lieu la reconstitution du meurtre d'Aurélie Chatelain à Villejuif, en présence du principal suspect, Sid Ahmed Glab, soupçonné de l'avoir tué le 19 avril dernier alors qu'il projetait un attentat dans une église. Des membres de la famille de la jeune femme étaient également présents. Sur place, Isabelle Dupont avec Johan Dorion. En présence de nombreux policiers, de magistrats et des parents d'Aurélie Chatelain, la reconstitution aura duré 6 heures. Sous bonne garde, Sid Ahmed Glab, vêtu d'un gilet pare-balles, a dû refaire les gestes de ce 19 avril 2015. Ce jour-là, Aurélie Chatelain, 32 ans, venue pour un stage professionnel en région parisienne, est retrouvée morte dans son véhicule sur un parking à Villejuif. Elle a été tuée par balle. Arrêté peu après, le principal suspect, Sid Ahmed Glab, est un étudiant franco-algérien fiché pour islamisme radical. Dans sa voiture, armes et munitions seront retrouvées. Il projetait un attentat contre une église à Villejuif. Mais ces versions à propos du meurtre d'Aurélie ont sans cesse évolué au cours de la procédure. Il a dit qu'il n'a rien fait. Tout l'accuse. Traces papillaires, ADN, balistique. Alors comment ça s'est passé? Il a dit il y a quelqu'un qui est venu, qui a amené la voiture, qui est reparti, qui est venu en scooter, etc. Ok, on va regarder. Des contradictions que cette reconstitution longue et minutieuse aura tenté de dissiper. Y sera-t-elle parvenue? Sid Ahmed Glab semble en tout cas camper sur ses positions. Cela a permis, me semble-t-il, de conforter ce qui a été indiqué par M. Glab depuis le départ de cette procédure, et notamment qu'il n'était pas responsable du décès de cette malheureuse personne. Ça n'a fait que renforcer ce qu'on sait déjà. C'est qu'il a une version qui n'est pas la bonne. Une reconstitution très éprouvante pour les proches d'Aurélie Chatelain qui ont vu pour la première fois celui qu'ils considèrent comme le meurtrier de leur fille. Le 10 avril, la ville de Villejuif, lors d'une cérémonie, rendra hommage à la jeune femme. Une stèle en son nom sera dévoilée. Et dans l'actualité, c'est aussi une bataille judiciaire qui commence. L'avocat belge de Salah Abdeslam va porter plainte demain contre le procureur de Paris, François Molins, pour violation du secret de l'instruction. Il refuse d'autre part que le seul survivant du commando djihadiste auteur des attentats du 13 novembre soit transféré à Paris. Arrêté vendredi après 4 mois de cavale à Bruxelles, Salah Abdeslam a été inculpé par la justice belge pour participation à des assassinats terroristes et pour participation aux activités d'un groupe terroriste. On passe maintenant à un tout autre sujet, un sujet politique. Le parti centriste, l'UDI, était en congrès aujourd'hui à Versailles. Les adhérents ont rejeté toute participation aux primaires. Mais y aura-t-il un candidat centriste à l'élection présidentielle? Est-ce que ce candidat pourrait être Jean-Christophe Lagarde, le député maire de Drancy? Daïk Odoui et Audrey Natalizzi ont posé la question aux militants. Avant, Jean-Christophe Lagarde portait des costumes clairs. Mais ça, c'était avant de diriger l'UDI. Le sombre, ça fait sérieux, respectable, en un mot, président. Lui, candidat à l'Élysée, l'hypothèse est-elle crédible alors que finalement, il est assez peu connu? Il peut y avoir une surprise. C'est l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et du peuple français, donc rien n'est impossible. Mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, mais un premier pas a été franchi. Par 2/3 des voix, les militants de l'UDI rejettent la participation à la primaire des Républicains. Le parti centriste va préparer son programme présidentiel, seul comme un grand. Mais il n'est pas question de divorce. Il est simplement question que pour construire une coalition, il faut discuter. Ça n'a pas pu être possible parce qu'il y a des divergences au sein des Républicains. Eh bien, nous allons travailler, avancer, expliquer aux Français comment la France pourrait redémarrer. Vous pourriez être candidat à la présidentielle?
Pardon, je vais m'inscrire déjà. Je vais m'inscrire au Congrès. L'UDI discutera de toute manière avec le vainqueur de la primaire des Républicains. Et puis la Garde devra affronter les rivalités internes, notamment celle d'Hervé Morin. Mais en cas d'une éventuelle candidature, ses soutiens franciliens font déjà passer un message. La Garde serait le candidat naturel, pas besoin de passer par des primaires internes. C'est très coûteux en argent, en temps, en force vive militante, donc non, enfin, pour moi il n'y a pas de raison que sa légitimité soit contestée. C'est le président qui a autorité, qui a légitimité à pouvoir se présenter. Ça ne regarde que moi, c'est mon point de vue, mais je pense qu'aujourd'hui, pour défendre les valeurs de l'UDI, il faut s'en référer à la présidence. Le maire de Drancy, candidat à la présidentielle, on en est encore très très loin, mais les costumes sombres sont prêts, au cas où. Attention, si vous devez prendre l'avion, dans les aéroports parisiens, le trafic a été fortement perturbé aujourd'hui, surtout à Orly, en raison de la grève des contrôleurs aériens qui se poursuivra demain. Il y a eu de nombreux retards et des annulations de vols. À Roissy, ce sont près de 40% des vols qui ont été retardés et à Orly, 50% du trafic seulement était assuré. Le Salon du Livre maintenant, il referme ses portes ce soir à la porte de Versailles. À côté des grosses maisons d'édition, il y a les éditeurs indépendants et en Ile-de-France, il y en a plus de 700. Alors comment arrivent-ils à s'en sortir dans un secteur très concurrentiel? C'est ce qu'ont voulu savoir Abdeljoudi et Frédéric Eskenazi. Dans les allées du Salon du Livre, entre les mastodontes de l'édition, il y a un petit village qui résiste encore et toujours, celui des éditeurs indépendants, 750 en Ile-de-France, un marché en pleine croissance. Il y a plein d'évolutions technologiques qui font que le coût d'entrée dans l'édition est devenu très faible. C'est-à-dire que certains se sont lancés en numérique d'abord, donc vous ne payez pas à l'imprimeur, ou ils ont commencé à vendre sur leur site internet. C'est très simple de lancer une maison d'édition. Par contre, ce qui est dur, c'est de passer le cap des 3, 4, 5 ans. On dit souvent qu'il faut 7 ans pour qu'une maison soit établie. Vivre de sa passion pour ces jeunes éditeurs indépendants, c'est une autre histoire. Pour certains, avec un catalogue d'une dizaine de titres seulement, c'est quasi mission impossible. Pour l'instant, on n'arrive pas à en vivre, mais on arrive à faire nos livres et on continue depuis 3 ans à faire livre après livre, en finançant le nouveau livre avec le précédent, etc., à avancer comme ça petitement. Et on avait des idées de livres qui n'avaient pas été faits, notamment des livres étrangers qui n'avaient jamais été traduits en français. Et assez vite, on a trouvé les titres qu'on voulait faire et on a eu longuement réfléchi à la manière dont on allait faire nos livres et on s'est lancé sans se poser de questions. Hébergés sur le stand Île-de-France du Salon du Livre, ils se partagent à 2 ou 3 de petites tables pour promouvoir leur catalogue. En Île-de-France, les éditeurs indépendants représentent 20% des titres édités dans l'Hexagone. L'intérêt du stand à la région, c'est de faire une plateforme un peu d'atterrissage pour que les jeunes éditeurs, les tout nouveaux entrants comme ça, puissent avoir leur chance, découvrir un peu ce lieu et voir un petit peu comment ils peuvent rencontrer des professionnels, rencontrer du public et avoir, au même titre que les autres, leur chance d'accéder à cette grande table de cette grande librairie qu'est le Salon du Livre. Au-delà du chiffre d'affaires qu'ils représentent, 350 millions d'euros, ces indépendants font de plus en plus souvent office de découvreurs de talents pour les majors de l'édition. Alors Jean-Michel Ribes, homme de théâtre et aussi un auteur, quel regard portez-vous sur cette indépendance de l'édition ? Déjà, l'indépendance, c'est un mot qui me séduit. Ensuite, je trouve que plus il y a d'éditeurs et de porteurs de nouveaux projets, d'auteurs audacieux qui peut-être ne trouvent pas d'entrer dans la porte des grands éditeurs plus conventionnels, je trouve ça très positif. Et s'il y a quelques mauvaises herbes de la culture, souvent plus parfumée que les glaïeuls de l'institution qui peuvent s'y glisser, je trouve que c'est très bien. Comme cela est joliment dit. Merci pour cette première réaction. Et puis maintenant, quand l'agriculture se voit attribuer une partie du budget de la culture, c'est ce qui se passe en Seine-et-Marne, où le conseil départemental baisse la dotation de 2 théâtres. Un budget qui sera transféré donc au monde agricole. La ferme du Buisson à Noisiel et le théâtre Sénart à Lieusaint voient leurs subventions amputées chacun de 150 000 €. Alors quelles en sont les conséquences sur la création ? Réponse de Farid Benbekay et Philippe Aliès. C'est la toute dernière scène nationale du paysage francilien, une salle de spectacle flambant neuve à 3 quarts d'heure de Paris, dans laquelle 150 représentations sont d'ores et déjà programmées. On arrive sur le grand plateau de la grande salle. Ce temple de la culture vivante vient à peine d'ouvrir au public et voilà que les choses se compliquent. 150 000 € de subventions en moins. Ainsi en a décidé le département de Seine-et-Marne. La direction accuse le coup.
enfin, à 45 km de Paris, on peut aussi avoir le droit au beau, à des choses qui sont comme à n'importe quel endroit ailleurs. Pas plus, pas moins. On est en train d'économiser à un endroit qui ne résoudra rien du problème de déficit de ce département et des lourdeurs. Dotation de l'État en baisse, la Seine-et-Marne procède en effet à un tour de vis budgétaire. Mais un tour de vis très sélectif, car en 2016, les agriculteurs, eux, auront le droit à 20% de subventions en plus. À arbitrage jugé scandaleux dans le secteur culturel, le président du conseil départemental, lui, s'en défend. On investit sur l'agriculture pour pouvoir faire des circuits courts et des aliments de qualité pour nos cantines de nos collèges. Ce qui m'étonne, c'est que sur des budgets de 6,2 millions pour Sénart et de 4,5 millions pour la ferme du Buisson, quand on enlève 150 000, on me dit que ça remet en cause la programmation. Ce qui me permet de m'étonner un peu. Oui, sauf que cette cure d'amaigrissement financier intervient au beau milieu de la saison. Voilà pourquoi la scène nationale de la ferme du Buisson envisage bien de revoir sa programmation. On apprend en mars 2016 que sur l'année 2016, on a 150 000 euros au moins. Forcément, il va falloir tailler dans la programmation, il va falloir réduire, il va falloir suspendre des engagements. Donc ça veut dire que l'activité, notre mission première, elle est entamée. Autre marge de manœuvre, les tarifs. Ils pourraient augmenter de quelques euros. Les amateurs de spectacles vivants devront ainsi mettre la main à la poche. Jean-Michel Ribes, que pensez-vous de ce transfert budgétaire de la culture vers l'agriculture ? Déjà, je trouve que d'opposer culture et agriculture, c'est pas tout à fait honnête dans la mesure où c'est deux activités qui nourrissent autant l'une que l'autre. Ensuite, il faut que les édiles de Seine-et-Marne sachent qu'un pays sans culture coûte plus cher qu'un pays avec. C'est une cure d'amaigrissement pour vous ? Oui, c'est très difficile. Ça a été dit dans le reportage. Oui, c'est très difficile. Le côté, ils ont 6 millions, mais ça ne coûte rien. C'est pas vrai. C'est plus compliqué que ça. Et moi, je trouve toujours dommage qu'on justifie des subventions enlevées pour la création de l'esprit, au prétexte qu'il faut en donner pour l'estomac. Merci pour cette deuxième réaction. Un mot de sport maintenant. Déjà sacré champion de France pour la 4e saison consécutive. Le Paris Saint-Germain reçoit dans moins de 2 heures, c'est-à-dire à 21h, l'AS Monaco. C'est un match qui clôture la 31e journée du championnat de France de Ligue 1. Et puis comme chaque dimanche, il est temps maintenant de revivre quelques faits importants qui ont marqué la semaine qui vient de s'écouler. C'est un retour sur Actu préparé ce soir par Frédéric Ovas et Céciliane Goc. Trop d'images, trop de sons. Que faut-il retenir, que faut-il oublier de cette semaine ? Dimanche, c'est nettoyage du disque dur. L'école rouge aux côtés des robes noires, celles de leurs avocats. Ces célèbres manutentionnaires de Drouot et certains commissaires-priseurs comparaissent cette semaine pour vol, recel et association de malfaiteurs. La corporation, dissoute depuis, avait pris l'habitude de récupérer certains objets en marge des enchères. Carton rouge dans les quartiers verts de Paris, aux abords du Bois de Boulogne. Préfète insultée, chahut et obstruction lors de la réunion publique d'information sur un centre pour les sans-abri. Séance annulée, mais projet déjà voté. Ailleurs, à Sciences Po, la solidarité, elle, s'organise et une association favorise l'accueil gratuit des réfugiés motivés dans certains cours. En se formant, Zaïd, avocat dans son pays, se prépare pour son retour pour la Syrie de demain. Il faut reconstruire la Syrie après la guerre. La Syrie a besoin des personnes. Ils travaillent professionnellement dans la politique. Une renaissance aussi, celle du petit Cambodge. 4 mois après les attaques terroristes à Paris, le café-restaurant a repris son activité, comme l'ensemble des établissements touchés ce 13 novembre. Mais cette semaine aussi, polémique au Bataclan, avec la visite de la commission d'enquête parlementaire sur les lieux pour retracer l'organisation des forces de l'ordre et des secours. Les parlementaires, ils s'approprient le droit d'aller voir ce qui s'est passé, alors que nous, les parents, on ne sait toujours rien. Eh bien, nous, on refuse cette démarche qui nous instrumentalise et nous sommes écœurés.
Une page se tourne. Au pied des Champs-Élysées, Pierre Cardin va perdre son espace. Concession non renouvelée par la mairie de Paris. Depuis 45 ans, le célèbre couturier, novateur dans les années 70, avait investi cette salle où Depardieu et Marlène Dietrich et bien d'autres artistes avaient joué lors de spectacles. Jean-Michel Ribes, un mot sous forme d'hommage à Pierre Cardin. C'est un mécène. Il a fait beaucoup pour la culture à Paris. C'est un mécène, c'est un artiste aussi, un créateur. Et justement, la première ébauche de Par-delà les marronniers, il l'avait accueilli il y a des années. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On reparle de Par-delà les marronniers dans un instant, mais pour l'instant, c'est aujourd'hui le printemps. Et le cinéma fête à sa manière ce changement de saison. Le printemps du cinéma, c'est jusqu'à mardi et vous paierez 4 € la séance, ce qui devrait inciter les spectateurs. Présentation de cette 17e édition dans le quartier de Beaugrenelle, dans le 15e à Paris, avec Tania Watine et Yves-Léopold de Wulf. Le printemps du cinéma, ça commence toujours comme ça. Une brochette d'acteurs et de réalisateurs qui lancent l'opération, puis se glissent derrière les caisses pour inciter le public à profiter de ces séances à 4 €. C'est le printemps du cinéma, c'est le printemps du cinéma. C'est pour dire à certains qui ne voient que des films sur des tout petits formats, tout seuls, tristes dans leur chambre, venez au cinéma, vous aurez un grand écran, des grands comédiennes et comédiens. À 14 h, la queue est déjà impressionnante. Beaucoup de cinéphiles ravis de ces 3 jours de promotion. En temps normal, c'est cher le cinéma, donc là, 4 €, ça nous motive plus à venir et à en profiter. Ça permet peut-être de voir 1 ou 2 ou 3 films dans la même journée. Et même si pendant 3 jours, les cinémas divisent leur prix par 2 ou par 3, ils restent gagnants car les ventes augmentent. En fait, quand on paye 4 € au cinéma, la moitié de la recette, elle va au distributeur, au producteur, et l'autre moitié, c'est la salle de cinéma qui le garde. Quand on baisse un prix, quand on fait un tarif promotionnel, c'est l'ensemble de la filière qui fait un effort pour que les spectateurs viennent dans les salles de cinéma, viennent plus nombreux que d'habitude. Et ça marche. Chaque année, il y a 2 fois plus de spectateurs pendant le printemps du cinéma que durant un début de semaine classique. Et il est temps de retrouver notre invité Jean-Michel Ribes, auteur, metteur en scène, directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris, à l'affiche depuis quelques jours, Par-delà les marronniers. Un rendez-vous avec l'insolence et l'irrévérence, c'est une marque qui vous caractérise, Jean-Michel Ribes. Ce n'est pas innocent de monter un tel spectacle aujourd'hui à Paris, même si ça se passe avant. Oui, c'est-à-dire que c'est des libérateurs, c'est des gens qui sont des aérateurs, des oxygénateurs dans des sociétés souvent étouffantes, là où règne la morale des gens qui savent, une réalité toujours enfermée. Eux, ils ont tout fait casser, ils nous ont donné de l'air et c'est vraiment important de pouvoir respirer aujourd'hui dans ce monde un peu étouffant. 3 poètes dadaïstes, on est à quelle époque et dans quel contexte? On est au moment de la guerre de 14 où tout d'un coup, un certain nombre de jeunes gens disent 2500 ans de civilisation pour arriver à 11 millions de morts, on arrête tout et ils cassent tout et ils inventent tout et ils repoussent les valeurs établies et ils inventent l'air libre. Et voilà, ça a été des gens, moi, qui m'ont fasciné, dont je suis, je crois, tombé amoureux et j'avais envie de faire partie de la bande, d'être sur la photographie de groupe, quoi. Alors, un spectacle en couleur, on regarde un extrait. Peu de gens les connaissent, leur vie fut courte et leurs œuvres encore plus. Voici l'histoire de messieurs Arthur Cravant, Jacques Rigaud et Jacques Vacher. Et qu'il aille au diable, ton bavard étoilé du génie poétique. Voilà 5 siècles qu'il engraisse la barbarie civilisée, qu'il engrosse le culturel. Nous étions des anges, sans restriction d'altitude, et nous voilà embaumés d'admiration, englués, rampant les ailes poisseuses de sa langue exagérée, prisonniers de l'interminable folie d'Hamlet. Ce sont des fous, ces 3 poètes. Génial, Michel Faux. Vous avez réussi une distribution absolument extraordinaire pour monter ce spectacle. Oui, il y a Maxime Daboville, Hervé Lassens, entre autres, qui jouent les 3 poètes, et puis d'autres merveilleux comédiens. Oui, j'ai voulu monter ça dans la légèreté d'un musical 1920, parce que c'est des gens qui sont avant tout provocants, avec le plaisir, avec la futilité. C'est à la futilité qui porte leur gravité et leur envie de tout renouveler, de tout vivre mieux. On pense évidemment à notre époque, à notre temps d'aujourd'hui et à Charlie Hebdo, évidemment.
En vérité, vous savez, quand je vous disais que j'avais créé ce spectacle il y a quelques années chez Pierre Cardin, on l'a joué au Mexique, à Rome, à l'époque. Mais c'est il y a 1 an et demi, quand mes camarades de toujours ont été assassinés, ils me sont revenus au fond du cœur. Eux aussi, ils se sont tués tous les 3, mais pas dans quelque chose de lugubre. C'est la société qui les a tués parce que la vie devenait impossible et leur offrait pas la joie. Et je dois dire qu'ils ont été, 100 ans avant, des gens qui étaient charlistes, c'est-à-dire qui avaient cette insolence d'être, cette capacité à résister à la tyrannie de la civilisation. Où est cette résistance, où est cette insolence, où est cette subversion? Un peu chez vous, il y a eu des scandales, on l'a vu il n'y a pas longtemps, on en a parlé sur ces plateaux. Mais où elle est? Qui sont les subversifs d'aujourd'hui? Je ne vais pas donner de nom, mais c'est vrai qu'on est un peu dans une anesthésie comme ça, où rien ne bouge, où on a des préoccupations plus sécuritaires que de créativité. Or, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut rêver loin et, comme Aragon le disait, creuser des galeries vers le ciel, se débattre, inventer, rire et vivre. Et ces 3 types-là nous donnent envie de vivre. Plus généralement, et dernière question, votre théâtre, le Théâtre du Rond-Point, dont on parle beaucoup ici à France 3, puisqu'on est partenaire de ces spectacles, c'est un bouillon de culture permanent. Oui, enfin, j'espère que c'est un lieu de vie et d'envie, c'est un bateau pirate, j'espère. On se balade dans des territoires inconnus et on découvre des gens qui sont souvent plus savoureux que d'autres. Eh bien, j'invite Jean-Michel Ribes, les téléspectateurs, à venir découvrir Par-delà les marronniers. C'est jusqu'au 24 avril. Merci d'avoir été ce soir l'invité du 19-20. Et avant de vous quitter, voici quelques événements qui marqueront la semaine qui s'annonce. Demain, les restaurants sont invités à illustrer l'art de vivre à la française et à mettre en valeur les produits du terroir. La 2e édition Goût de France est organisée par Alain Ducasse. Cette opération a lieu sur les 5 continents et plus de 1000 chefs y participent. Vendredi prochain, dans un tout autre style, et jusqu'au 10 avril, la Sainte Tunique du Christ sera exposée dans la basilique d'Argenteuil, dans le Val d'Oise. Cette relique vient d'être restaurée et on attend 150 000 pèlerins à cette occasion. Et puis samedi, il vous faudra remettre vos pendules à l'heure puisque nous passerons à l'horaire d'été. Dans la nuit donc du 26 au 27 mars, à 2h du matin, il sera 3h du matin. Et c'est ainsi que se referme cette première partie du 19-20. L'actualité continue avec Catherine Matoche pour l'actualité nationale et internationale. Prochain rendez-vous avec l'information à Paris et en Ile-de-France, ce sera demain midi avec Marianne Théolaire. D'ici là, passez une très belle soirée et merci de votre fidélité. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.